Centre français du judaïsme. Pardon. Bienvenue donc dans cette nouvelle conférence organisée par le Centre français du judaïsme tunisien. Nous avons la joie et l'honneur de recevoir ce soir le Rav Gabriel David Seroussi, qui est rabbin à la synagogue Ismach Moshe de Netanya en Israël. Le Rav Seroussi est marseillais, donc parfaitement francophone. Là, je m'adresse au public français, parce qu'il y a des gens qui sont connectés d'Israël, mais surtout de France, donc ne vous inquiétez pas. C'est un rabbin qui a été formé au biberon, si je puis dire, des sources du judaïsme tunisien, et qui est diplômé de la yeshiva, de l'éminente yeshiva Kisser Rachamim, qui est un conservatoire de la tradition rabbinique tunisienne de l'étude selon l'Iyun Tunsi. Il est sofer, il est également Magéa, c'est-à-dire correcteur, il est Moël, et c'est un des nombreux descendants du Rav Yitzhak Gagou Seror, qui était un éminent grammairien, qui était à Gabès, et auquel on posait souvent des questions liées à la grammaire hébraïque. Le Rav Seroussi anime régulièrement sur une chaîne YouTube 024 au Dieu d'Israël des cours de Torah, et il a accepté ce soir de donner une conférence dont le titre est quelque peu sulfureux, parce que quand je l'ai énoncé aux fidèles qui assistent aux offices organisés par le Centre français du judaïsme tunisien, je dois avouer que le public djerbien a frémi. Le titre, c'est « Le judaïsme en Tunisie, mythe et réalité », Gabès, la fondatrice, d'après les sources rabbiniques. Donc, je vais laisser la parole au Rav Seroussi. Il aura une heure vraiment maximum. On va essayer de se limiter à 55 minutes, c'est un bon chiffre pour cette conférence. Il y aura ensuite un petit quart d'heure de questions-réponses. Et je vous demanderai, dans la mesure du possible, d'éteindre vos micros pendant la conférence pour qu'il n'y ait pas de bruit de fond qui perturbe notre conférencier, sachant que la conférence est enregistrée et sera bien évidemment diffusée, mise en ligne sur le site du Centre français du judaïsme tunisien, cfjt.fr, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie. Rav Seroussi, vous avez la parole. Allô, on m'entend? Très bien, Baruch Hashem. Bienvenue à tout le monde. Merci d'abord au Centre français du judaïsme tunisien de me recevoir et de me donner l'occasion de parler un petit peu de la Tunisie et de Gabès, un petit peu de nos origines. Comme ça. Alors, je vais faire attention. Voilà. Donc, je vous remercie à tous de votre présence. Et pour commencer, je voudrais d'abord prévenir les gens. Ça fait bien que je sois francophone, ça fait déjà dès l'âge de 15 ans que je suis en Israël, donc il est possible que des fois j'utilise des notions en hébreu, mais j'essaierai au maximum de parler français et d'être aussi clair que cela se peut. Deuxième chose que je dois vous dire, c'est que étant donné qu'on n'a qu'une heure, je serai obligatoirement approximatif. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails ou trop profondément, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas une heure, c'est plusieurs semaines d'études qu'il faudrait. Mais on va essayer d'être le plus précis possible, sans manquer, sans rentrer trop dans les détails. Ça, c'est vis-à-vis de la forme. Par rapport au fond, il faut savoir que ce que je vais dire, je peux me tromper, c'est possible. Ce n'est pas une science exacte. On va rentrer dans l'histoire, on va rentrer dans des écrits qui sont très très vieux. Parmi les historiens eux-mêmes, il y a plusieurs opinions. Donc moi, ce que je vais présenter, c'est les choses telles que je les comprends.
en essayant de rester attaché au plus près du sens littéral des textes. Donc, c'est des avis, c'est une opinion personnelle, c'est pas, je n'ai pas la vérité et je n'ai pas la prétention de dire voilà, c'est moi qui ai raison et tout le monde a tort. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, pour avoir un petit peu la notion de Gabès, Gabès qui est une ville, une oasis à l'origine au sud de la Tunisie, il faut d'abord se remettre dans le contexte de ce qu'est la Tunisie. Et pour ça, on va revenir déjà à l'époque de Carthage. Carthage, à l'époque romaine, est une ville créée par les Phéniciens. Les Phéniciens ont créé cette ville. Il faut savoir que, grosso modo, il y a eu deux Carthages, une avant, une phénicienne, et une qui est romaine. C'est-à-dire que déjà dans la Torah, on parle de Tarshish. Qu'est-ce que c'est Tarshish? On parle par exemple dans le livre de Yona que le prophète Jonas a essayé de s'enfuir vers la ville, vers Tarshish. Il veut s'enfuir de devant Dieu, il veut aller à Tarshish. Les commentateurs sur l'endroit précisent c'est quoi Tarshish? Ils disent que Tarshish, c'est tout simplement Carthage. Carthage qui est en fait, quand on parle, son vrai nom, Carthago. C'est Carthage. Carthage, on va commencer par une anecdote. Alors évidemment, il faut, comme pour tout texte qui est ancien, il faut faire preuve de sens critique, il faut faire attention, il faut prendre les textes avec des pincettes. Mais il y a une jolie histoire. Le Rav Yosef Messas, dans son livre Nachalat Avot, il ramène un manuscrit qui raconte une histoire à l'époque à Carthage de Rabbi Hanan Carthaginaa, c'est-à-dire Rabbi Hanan le Carthaginois. Quelle est cette histoire avec Rabbi Hanan? On se retrouve, alors il y a eu plusieurs guerres. Carthage est une ville qui a mis en danger, si on veut, Rome la toute puissante. Avec, vous connaissez bien le nom de le général Hannibal, qui est très connu, qui est arrivé jusqu'en Italie, qui a même menacé plus ou moins Rome. Et pendant des années, il a demandé du soutien de Carthage et Carthage lui a refusé ce soutien, ce qui aura été finalement une très grande erreur. Et il y a eu 3 guerres contre Carthage, ce qu'on appelle les guerres puniques. La 3e guerre punique s'est soldée par la destruction de Carthage et la destruction de la ville et l'exécution et la mise en esclavage de ses habitants. La dernière guerre, la prise de Carthage s'est faite en moins 146 avant notre ère. Donc on parle, il y a déjà un peu plus de il y a à peu près 2200 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il ramène une histoire avec Rabbi Hanan. On se trouve quelques semaines, quelques jours même avant la prise de Carthage par les Romains. La ville de Carthage était déjà assiégée depuis longtemps. Et puis, le Rabbi Hanan, accompagné, donc on est à l'époque du 2e temple, déjà à cette époque, c'est l'époque du 2e temple, Rabbi Hanan se réunit avec les nobles de la ville de Carthage. Et ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? D'un côté, on peut rester dans la ville, vivre notre vie comme d'habitude et attendre que les choses se calment. Après tout, la ville a tenu jusqu'à maintenant et ce n'est pas sa première guerre. Bon, les Romains finiront par partir ou alors il y aura une paix qui sera signée. Et on garde nos biens, on garde nos affaires. Mais on prend le risque que si la ville est prise, alors on prend le risque on risque notre vie en fait. D'un autre côté, on peut s'enfuir avec le peu que l'on peut prendre avec nous. On est sûr d'avoir la vie sauve, mais dans le cas où une paix est signée avec Carthage, entre les Romains et Carthage, ou bien alors que les Romains s'en vont, etc., nous, on aura perdu, étant donné que nous aurons abandonné toutes nos affaires, tous nos biens, on aura tout perdu. Ils se retrouvent devant ce dilemme. Certains disent oui, certains disent non.
il décide finalement de ne pas décider, de reporter la décision à plus tard. Rabbi Hanan, très préoccupé par la situation, va dormir et le lendemain, en se réveillant, il a un flash. Il a un flash qui lui dit la vérité viendra. Il se réveille en disant la vérité sortira de la bouche des enfants. Il va à ses occupations toute la journée et l'après-midi, il croise un groupe d'enfants juifs. Alors, les enfants juifs, qu'est-ce qu'ils font les enfants juifs il y a 2200 ans à Carthage? À quoi ils jouent? Ils jouent au rabbin. Ils prennent quelqu'un au hasard et lui disent, toi, Arié, tiens, monte sur les escaliers ou sur la pierre et tu es le Rav, tu nous fais une dracha. L'enfant monte et commence et fait une dracha. Il dit, c'est quoi la signification du verset tu es tombé, tu ne te relèveras pas, fille de Yehuda. Ça signifie tu es tombé, Carthage, elle est tombée. Lève-toi, fille de Yehuda, et enfuis-toi. Va-t'en. Comme ça, il dit le petit. Le Rav Hanan, il est à côté, il écoute. Les enfants, eux, ils jouent. Il dit bravo, tu as bien parlé. Le Rav Hanan, il est à côté, il écoute, il est surpris. Il dit ça, c'est le signe que j'attendais. C'est le signe que j'attendais. Il s'en va. Il va vers la Beth Knesset, la synagogue, réunit tous les chefs de la communauté et il leur dit maintenant il y a un décret, une takana, tous les juifs doivent partir. Prenez ce que vous pouvez dans vos mains, prenez avec vous un maximum de biens, un maximum d'or ou d'argent et dispersez-vous, partez, fuyez, quittez la ville. Et effectivement, quelques jours après, la ville est prise par les Romains, elle est détruite, les habitants sont passés par le fil de l'épée et ceux qui survivent sont emmenés en... Allez. Donc, ok, là pour l'instant, il n'y a pas de batterie. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Monsieur Cohen, s'il vous plaît. Monsieur Cohen. Allez-y, poursuivez. Donc, c'est à peu près l'histoire. C'est à peu près l'histoire qui s'est passée en moins 146. Il va y aller. Il y va là. C'est à peu près l'histoire qui s'est passée en moins 146 à Carthage. Plus tard, la ville de Carthage sera reconstruite. Et qu'est-ce qui va se passer à la ville de Carthage? C'est marqué, Joseph Flavius écrit dans son livre que Vaïten Espasianus Letitus Beno et Teretz Africa. Il a donné Vespasien à Titus, son fils, la terre d'Afrique. Veu Oshiv Bekartago, Shloshim Elef Ish Yehudim. Et il a déposé à Carthage 30 000 hommes juifs. Donc, on parle de Carthage la nouvelle, celle qui a été plus tard reconstruite par les Romains. Donc, la plupart, déjà à cette époque, on voit qu'il y a 30, c'est pas un chiffre petit, 30 000 personnes. C'est 30 000 juifs qui sont installés dans la ville de Carthage par Titus. Donc, c'est des juifs qui viennent du Beth Amikdash Hachéni, qui viennent déjà de l'époque du deuxième temple. Des juifs, si on peut parler des origines des juifs tunisiens de manière générale, ce sont des juifs qui, pour beaucoup, ont été importés, si on veut, par Titus. Ça, c'est la première venue. Sans compter, évidemment, les Juifs qui étaient déjà autochtones à l'époque de Rabbi Hanan, dont on a raconté l'histoire. Plusieurs années plus tard, à peu près 700 ans plus tard, 600 ans plus tard, arrive, se développe et pousse la ville de Kérouan. Alors, il faut savoir que lorsqu'il y a une destruction, ça prend des fois très longtemps, ça peut même jusqu'à plusieurs siècles, sinon même jamais. Ça prend une communauté pour se reformer et pour avoir une influence
qui est central, qui est même mondial d'ailleurs. On peut, sinon régional. On peut citer par exemple Kérouan, la ville de Kérouan, qui est fondée en 670 à peu près. On entend parler des Juifs. Comment? Dans les années 700, il y a le calife Abdelmalouk Marouane. Je ne sais pas si je prononce bien. Il a demandé à son frère, qui était le dirigeant en Égypte, de lui envoyer à Kérouan 1000 familles juives. 1000 familles juives. Donc, on a déjà un deuxième apport, cette fois qui vient d'Égypte, qui est envoyé à Kérouan, en plus des 30 000 dont on a cité plus tôt. On peut voir déjà l'influence de Kérouan. Il faut savoir que entre l'époque du Talmud, où on a écrit le Talmud, c'est ce qu'on appelle les Amoraïm, le Talmud de Babylone, et l'époque des Rishonim, c'est-à-dire des commentateurs du Talmud, par exemple Rambam, Rabbi Yitzhak de Fez, par exemple Rashi, pour les plus connus. On peut dire le Rashba, le Ritva, le Rosh, le Rif, le Ran, etc. Mais pour les plus connus, Rashi ou Rambam, il y a une époque qui s'appelle les Géonim. Il y a aussi les Sévoraïm, mais on ne va pas rentrer dedans. Les Géonim, ce sont les génies. C'est ceux qui ont hérité du Talmud, mais qui n'y ont pas touché. Eux, ils ont hérité du Talmud. Ce sont les héritiers des maîtres du Talmud, de Ravina, de Ravashi, d'Abaye et Rava. C'est juste qu'après Ravina et Ravashi, le Talmud s'arrête. Maintenant, ce n'est pas parce que le Talmud est fermé qu'il n'y a plus de personnes qui habitent à Bavel. Il reste encore des habitants. Ces habitants-là vivent et ils ont encore des chefs de communauté, ils ont encore des yeshivot. Les héritiers de ces maîtres du Talmud sont appelés les génies, les géonim. Qu'est-ce qu'ils font? On leur pose, lorsque le Talmud arrive en Espagne ou en Ashkénaze ou ailleurs, c'est un texte qui est très difficile. Nous, on l'étudie avec Rashi et déjà, on a du mal. On a le commentaire de Tosfot, on a le Maharsha, on a beaucoup de commentaires et même comme ça, c'est dur. À l'époque, ils n'avaient pas Rashi, ils n'avaient rien. Comment on fait? Quand on ne comprend pas un texte, on envoie une missive, une lettre à Bavel avec un petit peu d'argent pour ceux qui étudient la Torah là-bas et on attend la réponse. La question met 1 an pour aller et 1 an pour revenir à peu près. Et ce n'est pas seulement tous les 6 mois à peu près, le Rosh Yeshiva, le chef de la Yeshiva, réunit les gens, réunit les Talmidim, les Chachamim, et il leur dit maintenant on va répondre à toutes les lettres en même temps. Par où passent toutes ces lettres? Elles passent par, si ce n'est toutes, au moins une très très grande partie, passe par Kérouan. Elles passent par Kérouan, et donc on retrouve beaucoup de questions qui sont posées de la ville de Kérouan ou qui transitent par la ville de Kérouan vers les villes d'Égypte et puis vers Bagdad. Donc on retrouve énormément de réponses. Ça veut dire que la communauté de Kérouan a vraiment une très très forte influence. De la communauté de Kérouan va sortir 2 personnes essentielles. Rabbeinu Hananel, fils de Rabbi Chushiel, et on a aussi de Rav Nissim Gaon. Ces 2 personnes, surtout Rabbeinu Hananel, sont des personnes qui sont centrales dans le judaïsme. N'importe qui peut ouvrir une Gemara de nos jours et il peut voir sur le côté, s'il fait attention, il y a Rashi d'un côté, Tosfot de l'autre, et puis sur le côté, en petit comme ça, on a un petit commentaire d'un sage de Tunisie qui n'est pas très étudié malheureusement, alors qu'il est central, et qui s'appelle Rabbeinu Hananel. C'est un vrai Rav tunisien. Alors, il y a une marloquette entre comment il est exactement arrivé là-bas, mais bon, c'était le Rav de Kérouan. Il a écrit un commentaire et lui, c'est quelque chose qui est très particulier aux communautés
tunisienne, mais pas seulement, mais surtout tunisienne, c'est que les Tunisiens ont toujours été très très proches des Géonim. Ça inclut Gabès et ça inclut Kérouan. C'est-à-dire que tout ce qui, à chaque fois qu'il y a une question, on est en contact avec les yeshivot de Bavel. Les Ashkénazes, eux, ne pouvaient pas faire ça. Les Ashkénazes, ils étaient en terre chrétienne. Bavel, c'est l'islam. C'est en Irak. C'est des terres qui sont islamiques. Donc, pour envoyer une lettre et pour qu'elle revienne, c'est déjà encore une autre paire de manches. C'est pour ça qu'on peut voir que même Rashi, quand il va contredire Rabbeinu Hananel, il le fait vraiment, il n'a pas envie. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Hananel, quand il va dire quelque chose, il ne va pas le dire de sa tête. Il va dire ce qu'il a appris des Géonim. Le dernier des Géonim, c'est qui? C'est Rav Ahai Gaon. Il est décédé en 1038 à l'âge de 100 ans. Et son élève, c'est Rabbeinu Hananel. Il a eu d'autres élèves, beaucoup d'élèves. L'un d'eux, c'est Rabbeinu Hananel. Donc, quand Rabbeinu Hananel va dire quelque chose, ce n'est pas de sa tête. Il va dire ce qu'il a reçu de Rav Ahai Gaon. Rav Ahai Gaon, il va le dire de son père, Rav Shri Gaon. Comme ça, jusqu'aux Amoraïm. La yeshiva dans laquelle il se tient la tête, Rabbeinu Hananel se tient la tête, c'est une yeshiva qui a été fondée par Rav, l'élève de Rabbi Yehuda Nassi. C'est-à-dire, c'est une yeshiva qui a duré pendant 800 ans. 800 ans, elle a duré cette yeshiva. Pendant 800 ans, de maître à élève, la Torah s'est transmise sans interruption. Donc, je vais vous donner un exemple, comment comprendre la chose pour que ça soit un peu plus palpable, un peu moins abstrait. Si je vous dis demain, écoutez, voilà, j'ai lu la biographie de ton père et il sort apparemment du texte que ton père portait des lunettes. D'accord? Imaginons que votre père ne portait pas de lunettes. Et puis moi, je vous dis, apparemment, dans le texte, on comprend que ton père portait des lunettes. Qu'est-ce que tu vas me dire, toi? Tu vas me dire, écoute, moi, je suis son fils et mon père ne portait pas de lunettes. Et moi, qui suis de l'extérieur, je viens te dire, oui, mais selon le texte, on voit qu'il portait des lunettes. Donc, ton père portait des lunettes. Qu'est-ce que tu vas me répondre, toi? Tu vas me dire, écoute, je ne sais pas où tu as vu ça. Je ne sais pas comment tu en es arrivé là. Mais moi, mon père, je le connais, c'est mon père, je l'ai vu toute ma vie, et je peux te dire, il ne portait pas de lunettes. Que tu aies compris autrement dans le texte, débrouille-toi, ce n'est pas mon problème. Mais moi, mon père ne portait pas de lunettes. C'est la même chose avec les Géonim, avec Rabbeinu Hananel et avec Rashi. Rabbeinu Hananel, tout ce qu'il dit, il reçoit des Géonim. Les Géonim, ils ont vécu. Ce que tu lis, toi, dans la Gemara, eux, ils l'ont reçu directement. L'interprétation aussi, ils l'ont reçu directement. Donc, quand ils te disent quelque chose, tu ne peux pas le contrer aussi facilement. Toi, tu vas étudier à partir du texte, mais peut-être qu'en fait, le texte, il dit quoi? Il dit que ton père, il portait des lunettes, mais c'était des lunettes de soleil. Il était parti une fois à la plage, il a mis des lunettes de soleil. Mais toi, tu ne sais pas si c'est des lunettes de soleil, des lunettes de vue. Pour nous faire comprendre la différence entre un texte lorsqu'il est vécu de l'intérieur et un texte qui vient de l'extérieur. Rabbeinu Hananel, tout ce qu'il dit, il le tient des Géonim, il le tient des génies. C'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à le contredire. D'ailleurs, les sages, ils disent on ne contredit pas des Géonim. S'ils ont reçu, s'ils ont déduit quelque chose à partir de leur intelligence, on peut les contredire. Moi aussi, j'ai un cerveau. Mais s'ils disent quelque chose qu'ils ont reçu de maître en élève depuis des générations et des générations, là, on ne peut pas les contredire. Donc ça, c'est Rabbeinu Hananel de Kérouan qui va avoir une influence majeure sur tout le judaïsme. On retrouve énormément d'écrits venant de Kérouan. Alors, vous allez me dire, on trouve par exemple, les premiers écrits, c'est avec Ravilai bar Mari Berav Mari Gaon de Soura en 790, Rav Nitronai Barilai en 855. Donc, quel rapport avec Gabès, vous allez me dire? Cette introduction, elle est très importante pour comprendre le développement de Gabès.
Gabès, c'est une des villes qui comporte, je ne vais pas dire la seule, mais c'est une des rares villes qui non seulement est antique, elle a plus de 1000 ans, parce qu'on retrouve des rabbanim, on va le voir, qui ont déjà 1000 ans. Gabès, c'est une ville qui est très très vieille. À l'époque, elle ne s'appelait pas Gabès avec un G, elle s'appelait Kabès avec un kouf, Kabès. Qu'est-ce qu'elle a cette ville? La ville de Gabès, elle se tient à sa tête. On entend parler de la ville de Gabès et des premiers chachamim, des premiers sages de Gabès. Il s'agit de Rabbi Avraham Kapsi. Rabbi Avraham Kapsi, il est cité chez les Géonim. Il est cité chez Rabbi Yitzhak El-Fassi en 828. Qu'est-ce qu'on dit sur lui, Rabbi Avraham le Gabésien? Qu'est-ce qu'on dit sur lui? On dit que cet homme-là, c'était un homme très pieux, un homme qui avait l'esprit divin. Il était capable de voir dans les feuilles des kalim, comment on dit des kalim en français, dans des feuilles de palmier. Il était capable de parler le langage avec les feuilles de palmier. Il connaissait l'avenir en voyant le palmier bouger. Il était capable de savoir l'avenir. C'était un génie et c'était un homme rempli d'esprit divin. Pour tous ceux qui connaissent un petit peu la ville de Gabès, ils savent que c'est une oasis et que là-bas, les dattiers, les palmiers, ça ne manque pas. Donc, c'est de là-bas qu'il y avait, on voit que Rabbi Avraham Kapsi, il vivait déjà il y a 1200 ans, selon le Eshkol, il y a déjà 1200 ans, à Gabès, il y avait des rabbanim, des tzadikim. Au début des années 1000, donc déjà on est en lien avec Rav Shrira Gaon, le père de Rav Hai Gaon, et le dernier des Gaonim, Rav Hai Gaon lui-même. On voit qu'à Gabès, ce n'est pas juste une ville. C'est une ville qui contient une yeshiva. À l'époque, c'était très rare. Une yeshiva, c'est un centre d'études, un centre académique d'études talmudiques. Avoir une yeshiva dans la ville, ça sous-entend qu'il y a une communauté très importante parce que tout le monde le sait, la yeshiva, elle a besoin d'argent et il faut qu'il y ait donc des subventions, il faut qu'il y ait de l'argent. Pour qu'il y ait de l'argent, il faut que la communauté soit assez riche. Donc on voit qu'à Gabès, il y a une yeshiva, on voit qu'il y a un beddin, on voit qu'il y a une grande famille qui se tient à Gabès. Je vais vous lire un petit peu qui sont les rabbanim de Gabès. Le premier des raves de Gabès, dont on entend parler après Rabbi Avraham, le Gabésien, c'est Rabbi Shmuel. Après lui, c'est Rav Moshe. Moshe, c'est le premier qui est cité comme étant Rosh Yeshiva, le chef de Talmudique. Après Rav Moshe, il a eu deux enfants. Deux enfants. Un, c'est Rabbi Avraham, et le deuxième, c'est Rabbi Yaakov, qui était le chef du tribunal. Rabbi Yaakov, il a un fils qui s'appelle Rabbi Shmuel. Et Rabbi Shmuel, lui, il a trois autres fils. En quoi ça nous intéresse? Tout ça, c'est la famille Ibn Jama. Ibn Jama, je ne sais pas, est-ce que de nos jours, c'est la famille Jami ou est-ce que c'est la famille Zana, parce que c'est Jana, Jama. Est-ce que le même s'est transformé en Noun, le M en N? Mais ça, il faut savoir que cette famille Ibn Jama, c'est une famille qui est très, 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 très pieuse, de très grands talmides des Chachamim. Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, sera beaucoup en contact avec Rabbi Shmuel. Nous avons même des livres de Rabbi Shmuel de Gabès, des livres de 1000 ans de Gabès. Rabbi Shmuel Ibn Jama, il va écrire un livre qui s'appelle Agour. C'est quoi Agour? Il va prendre des mots qui sont difficiles du Talmud et il va les expliquer. Il va écrire un autre livre qui va rester perdu pendant 1000 ans. Son livre qui va être perdu pendant 1000 ans, Igeret Amofet, ça s'appelle. Il va être cité parmi les Rishonim, un peu par-ci, un peu par-là. Le Hitour, il va le citer, le Eshkol, il va citer un petit peu. Mais de manière générale, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Ce livre est introuvable.
il y a 2-3 ans, l'Institut du Rav Kook, qui s'occupe d'imprimer beaucoup de livres, ils ont retrouvé un manuscrit entier de ce livre-là et ils se sont occupés de le faire réimprimer totalement. C'est donc quelque chose vraiment d'exceptionnel, un grand mérite. La vérité, moi, j'ai pris un grand plaisir à lire un livre d'un Chacham de Gabès qui avait disparu pendant 1000 ans et qu'on a le mérite maintenant, de nos jours, de pouvoir étudier. Le livre, pour ceux que ça intéresse, c'est un livre qui parle sur la cacheroute. Qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger? Est-ce qu'on peut manger les sauterelles? À Gabès, on mangeait les sauterelles. Encore jusqu'à les Gabésiens, jusqu'à il y a 50 ans, il y a 60 ans, encore, ils prenaient des sauterelles, ils enlevaient les pattes, ils enlevaient la tête, ils enlevaient les ailes et ils les mangeaient. Ils les faisaient cuire, ils les mangeaient sur le feu. Donc on a, et Rabbi Shmuel d'ailleurs dans son texte, il parle des sauterelles, il dit elles sont permises, certains sont permises, certaines autres non, etc. Ce qui est important pour nous, c'est de voir que la ville de Gabès est citée pas une fois, pas une dizaine de fois, mais des dizaines et des dizaines de fois. Elle est citée dans des écrits et des questions qui sont posées il y a déjà 1000 ans vers les géonymes de Bavel. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial? Les sages de la communauté de Gabès, c'est une des rares communautés. Il y a eu des communautés qui étaient très liées au génie, au géonyme. Mais la plupart, elles ont été exterminées, elles ont disparu. Il y a eu des communautés qui sont très vieilles, comme par exemple les Yéménites, mais qui ne sont pas liées au géonyme du tout. Il n'y a pas de lettres conséquentes, en tout cas, entre les Juifs yéménites et les géonymes de Bavel, etc. Les seuls, ou du moins une des seules communautés qui a survécu depuis l'époque antique. Depuis l'époque antique, c'est un gros mot, mais on va dire depuis 1200 ans, sans interruption, malgré les malheurs, malgré les souffrances, et on va voir un petit peu qu'est-ce qui lui arrivait à Gabès, la pauvre. Malgré tout ça, elle a continué et elle a perduré. Ça va prendre des années et des années jusqu'à ce que la communauté se relève, mais on va en entendre parler. Qu'est-ce qui a mis fin à cette grande ville qu'était Gabès, du moins pour les Juifs? Dans les années 1140 à peu près, arrive un fléau venu du Maroc qui s'appelle les Almohades. Les Almohades sont des fanatiques musulmans, de nos jours on appelle ça des islamistes, qui décident tout simplement de conquérir, ils vont conquérir tout le Maghreb et une partie de l'Espagne, et ils vont dire, les Juifs jusqu'à présent vivaient parmi les musulmans, mais les Almohades vont décider, ils vont dire, à partir de maintenant, soit tu te convertis, soit tu meurs. Voilà, la décision, elle est facile. Soit tu deviens musulman, soit tu meurs. C'était, à l'époque, ce que les Almohades proposaient au peuple d'Israël. Certains vont mourir et certains vont justement par l'intervention de Maïmonide, parce que Maïmonide lui-même, à cette époque, il est enfant, il doit se sauver d'Espagne, il va aller jusqu'en Égypte pour fuir devant les Almohades. Et il dira que dans une épître aux Juifs du Yémen, il va leur dire, faites semblant de vous convertir, ne mourrez pas. Il va écrire une lettre tellement terrible, tellement, en hébreu on dit meragesh. Ça veut dire c'est une lettre qui secoue l'âme. Elle secoue l'âme, cette lettre. La lettre, l'épître que Maïmonide va écrire aux Juifs du Yémen, elle va tellement faire trembler les cœurs que les Yéménites, jusqu'à de nos jours, ne suivent qu'un seul Rav, c'est connu, Rambam. Eux, ils n'ont pas de Shulchan Aruch. Eux, ils disent Maïmonide, Maïmonide, Maïmonide.
Je ne rentre pas dans les détails. Ils font aussi un peu Shulchan Aruch en fonction des communautés, mais de manière générale, les communautés anciennes yéménites ne suivent que Maïmonide. Et c'est un peu grâce à lui d'ailleurs qu'ils ont eu la vie sauve et qu'ils ont pu se perpétuer parce que à cette époque, c'était la mort ou la conversion. Et Rambam va leur dire convertissez-vous, faites semblant. Et si vous pouvez garder des mitzvot, gardez des mitzvot, garder la vie, c'est le plus important. Et grâce à l'intelligence de Maïmonide, jusqu'à encore de nos jours, on a des juifs yéménites. Donc, on se trouve avec ce genre de communautés qui sont mises sous les almohades, qui vont maintenant dire aux juifs, soit vous vous convertissez, soit vous mourrez. La plupart meurent, certaines partent en exil, et il y en a beaucoup, notamment à Gabès, qui sont exterminés. C'est pour ça que je vous ai cité Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yaakov. Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yaakov, il a écrit des livres. Rabbi Shmuel, c'était le Rosh Yeshiva, c'était le chef d'une yeshiva. Donc il y avait une grande communauté à Gabès. Rabbi Shmuel, il était le chef du tribunal rabbinique. Qu'est-ce qui se passe que ses enfants, Rabbi Yehuda, Rabbi Yaakov, Rabbi Moshe, eux ne sont cités nulle part en tant ni que chef rabbinique, ni en tant que Rosh Yeshiva. Qu'est-ce qui s'est passé à la Yeshiva? Qu'est-ce qui s'est passé au tribunal? Apparemment, à cette époque-là, Rabbi Shmuel vivait à l'époque de Ibn Ezra. Les Almohades sont arrivés à Gabès et à la Mahdia. C'est une des villes qui est un peu au-dessus de Sfax, pas très loin de Gabès non plus. Ils sont arrivés aussi à Kérouan, etc. Ils sont arrivés dans les années 1150, 1159 à peu près. Ibn Ezra va écrire une chanson, une kina. Il va pleurer comment on dit ça en français? J'ai oublié le nom. Il va écrire un poème pour pleurer la destruction des communautés séfarades tout simplement par les Almohades au Maghreb et en Espagne. Alors, il y a plusieurs versions de la chanson, mais dans une des versions, on trouve on parle de Gabès. Ve'aha libi bekirbi al-kabes ameyuchasa. Je vais trouver le texte. Voilà. Vaet palesha ba'afar al-Tunis ve'al-Sousa. Et je me mets dans la poussière sur la ville de Tunis et de Sousse. Ve'gamake al-lehayay al-Mahdia arimoussa. Et je me frappe sur les joues sur la ville de Mahadia qui a été écrasée. Ve'namas libi bekirbi le kabes ameyuchasa. Et mon cœur a fondu en moi sur la ville de Gabès qui est Meyucheset, qui a une haute lignée, qui est noble. Il parle aussi de Trabels, il parle aussi de plusieurs autres. Il va aussi citer, il y a quelqu'un qui va continuer cette kina, cet éloge funèbre, on peut dire ça peut-être, ce poème en tout cas, de Ibn Ezra, parce que Ibn Ezra, il s'est arrêté là, et il y a quelqu'un en plus, un peu plus tard, qui va continuer, qui va dire Rabbi Avraham. Là aussi, il y a encore plusieurs, je précise, il y a plusieurs versions. Mais dans une des versions, il est écrit Velama Rabbi Avraham ksat mekomot shachata. Et pourquoi toi, Rabbi Avraham, Ibn Ezra, il y a des endroits que tu as oublié de citer. Ir à Kohanim El Hama. Pourquoi tu n'as pas cité la ville des Kohanim de El Hama? Et aussi Gafsa et Djerba. Lo Zacharta, tu ne les as pas, Djerba, tu ne les as pas cités. Et ils disent Veshacharta et Kia, la Nevochim, Misrata et la ville de Misrata qui ont été déportés à Djerba. Alors, dans une des versions, on explique que la ville de Djerba, les habitants de Djerba, ils ont été kalou, ils ont été exterminés. Dans une autre version, ils ne disent pas kalou, ils disent galou, ils ont été exilés. L'un ou l'autre, soit qu'ils aient été exterminés, chas v'shalom, soit exilés. On voit qu'il
il y a la ville de Misrata qui se trouve en Libye, beaucoup des Juifs de Misrata qui ont été déportés à Djerba. On voit aussi que la ville des Kohanim, c'est El Hama. On ne comprend pas. La ville des Kohanim, de nos jours, tout le monde le sait, c'est Djerba. Djerba, c'est les Kohen. C'est les Kohen. C'est les Kohanim, Djerba. Pourquoi tu dis El Hama? Tu devrais dire Djerba. Ira Kohanim, Djerba. Pour ça, il faut encore comprendre encore autre chose. Que je me retrouve. Voilà. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de Kohanim. Les Kohanim, quand ils se déplacent d'un endroit à un autre, ils sont cités au nom de la ville d'où ils viennent. Par exemple, en Tunisie, à Tunis, il y a beaucoup des Kohen Tanouji. C'est quoi Kohen Tanouji? C'est des Kohen qui viennent de la ville de Tanger au Maroc et qui sont partis de Tanger, qui se sont installés à Tunis, et ils ont été appelés au nom de la ville d'où ils sortent. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle Kohen Tanouji. À Djerba, on a Kohen Yonatan. Kohen Yonatan, c'est des Kohanim qui sont d'origine algérienne. Ça, il n'y a aucun doute. Ils viennent tous, ça c'est reconnu, c'est sûr. Kohen Yonatan de Djerba, à l'origine, ils sont d'Alger. Kohen, à Djerba, il y en a encore d'autres Kohen. Qui ça? Kohen la Megrabi. C'est ceux qui viennent du Maghreb. Qui ça? C'est des Kohen qui viennent du Maroc. Il nous reste une sorte de famille de Kohen qui est la plus connue à Djerba. C'est celle qui est appelée Kohen Abrish. J'ai eu le mérite de rencontrer il y a quelques jours le Rav Benjamin Cohen, qui est le grand rabbin de Berechia, à côté de Ashkelon. Le Moshav de Berechia en Israël, c'est un Moshav qui a été fondé et qui est composé pour la plupart par des Djerbiens. Et là-bas, il y a le grand rabbin qui est Rabbi Benjamin Cohen et qui a écrit des livres que je recommande qui s'appellent Malché Tarshish, les rois de Tarshish, où il ramène là-bas énormément d'informations sur les rabbanim et sur les juifs qui vivaient dans les villes tunisiennes. Il s'occupe, lui, que des rabbanim tunisiens. De quoi on a parlé là-bas? Il y a là-bas les Kohanim. On a vu, il reste une famille de Kohanim. Kohen Abrish, c'est la plus grande des Kohanim, la plus grande famille de Kohanim de Djerba. Cette famille de Kohanim, ils ont une Megillat Yochassin, ça veut dire ils ont un parchemin dans lequel, de père en fils, tu peux remonter de génération en génération. Alors j'ai fait le compte. Ils disent Tzemach, Ben Moshe, Ben Bagdid, Ben Moshe, Ben Bagdid, etc. Tu remontes, il y a 24, 25 générations qui sont citées. On commence par Rabbi Tzemach Cohen, qui est né en 1740, et tu rajoutes 24 ou 25 générations pour arriver à Rabbi Yitzhak Abami, qui vient de la Gola. Rabbi Yitzhak qui vient de l'exil. Je lui ai dit, lui, il pensait qu'ils étaient là depuis des milliers d'années. Ils sont comme les gens pensent que les Djerbiens, ils sont à Djerba depuis la destruction du premier temple. La vérité, je pense que ce n'est pas vrai. On a vu que la plupart des Kohanim de Djerba, ils viennent du Maroc ou d'Algérie. Et ceux qui sont considérés comme les plus authentiques, les plus ancestraux, Kohen Abrish, d'où est-ce qu'ils viennent? C'est simple. S'il y a 25 générations et que une génération, c'est à peu près 20 ans, une moyenne, on va parler largement, 20 ans, 25 ans. Ça signifie que 20 fois 25, c'est facile, ça fait 500. Donc 2740, à l'époque où est né Rabbi Tzemach Cohen, tu remontes 25 générations plus haut, tu enlèves encore 500 ans, ça fait combien? 1240. 1740 moins 500, ça fait 1240. Et d'où je sais qu'ils viennent, qui ne sont pas de Djerba, c'est marqué Rabbi Yitzhak Abba Minagola. Rabbi Yitzhak qui vient de Gola, de l'exil. S'il vient de Jérusalem, à l'époque du premier temple, Jérusalem, on ne l'appelle pas la ville de l'exil. Donc, il vient d'ailleurs. Et non seulement ça, il vient d'ailleurs, mais il vient de l'exil en quelle année? 1240.
tu sais quoi, je vais être large. Enlève même 100 ans. Ça fait 1140. Tu ne peux pas monter plus haut. La destruction du premier temple, c'était il y a des milliers d'années. C'était il y a beaucoup plus loin. Tu ne peux pas enlever 1000 ans. Donc, ce n'est pas possible. D'où est-ce qu'ils viennent? Selon ce qu'on vient de voir dans le poème de Rabbi Avraham ibn Ezra, ils viennent de la ville de El-Hama. Parce qu'en 1159, on a vu qu'il y a eu la destruction de Gabès, de Madia et de El-Hama. Parce que tout celui qui connaît Gabès, il sait que qui dit Gabès dit El-Hama. Qui dit El-Hama dit Gabès. C'est collé. C'est pareil. C'est les deux villes, en fait, les deux sont collées. C'est à quelques kilomètres l'une de l'autre, elles sont quasiment identiques. C'est pas possible qu'une soit détruite et pas l'autre. Les deux viennent, c'est à peu près le même endroit. Donc, ça sera un petit ridouche pour nos amis djerbiens. C'est que, en fait, vous êtes des Gabésiens. Vous êtes des Gebchis. Je dis ça pour rigoler évidemment, pour détendre un peu l'atmosphère. Aïe, 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 aïe. On se détend un petit peu, Dans tous les cas, Pas de commentaire, pas de commentaire. dans tous les cas, on peut voir qu'il y a deux communautés à Djerba. El Hara Zghira et El Hara Khbira. La plus ancienne, et le Rav Benjamin Cohen est d'accord avec moi. D'ailleurs, je vais vous dire, dans la première partie du Chelek Aleph, Rabbi Benjamin Cohen, qui est le grand Rav djerbien, le fils de Rabbi Sassia Cohen, qui était le Rav de Djerba, Rabbi Sassia Cohen, il dit lui-même qu'il pense que les Juifs, les Kohanim de El-Hama, ils sont partis à Djerba. C'est juste que je lui ai fait remarquer, je lui ai dit, Kvadarav, on parle de ta famille. Mais même lui, il écrit ça dans son livre. On a vu aussi dans le poème que les Juifs de Misrata, de Louvre, sont partis à Djerba. Que les Juifs de Djerba, est-ce qu'ils ont été exilés? Est-ce qu'ils ont été, chas shalom, exterminés? On ne sait pas. Peut-être l'un, peut-être l'autre. Il y a plusieurs langages qui sont utilisés. Il y a plusieurs versions. Donc, on sait qu'il y a existé une communauté à Djerba, mais on sait que cette communauté, on en entend un tout petit peu parler quand? Seulement déjà à l'époque qui est après les Almohades. C'est-à-dire, il semblerait que des Juifs, quand ils ont fui les Almohades, comme les Juifs de Gabès ou de El-Hama, ou ceux, par exemple, de Misrata, ils se sont enfuis. Où est-ce qu'ils ont trouvé refuge? Ils sont partis sur une île. Ils ne sont pas où trouver mieux qu'une île. Soit tu te réfugies dans les montagnes, qui est inaccessible, tu vas dans le désert, soit tu vas sur une île. Donc, c'est probable, il y a de grandes chances que la plupart des Juifs djerbiens viennent de Misrata, viennent de Gabès, viennent de El-Hama, viennent de Kérouan, qui a été exterminé, de El-Mahdia, qui était aussi détruite. D'ailleurs, entre les deux communautés, la plus ancienne à Djerba, c'est la Hara Zghira, la petite. La Hara Zghira et la Hara Khbira, elles diffèrent dans leurs coutumes. Ce n'est pas des grandes différences, mais il y a des différences entre les deux. Et vous serez surpris de savoir que il y a des deux quartiers, Khbira et Zghira, la Zghira, elle ressemble beaucoup aux coutumes de Gabès. Et les coutumes de Gabès et celles de Louvre, de Libye, ça se ressemble aussi énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout un mix qui a été fait à cette époque-là. Donc, à quoi finalement ça nous permet? On arrive à la fin, je crois. Combien de temps il nous reste, Monsieur Nataf? Encore un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. On en arrive
à une décision qui est qui encore de nos jours qui a une influence. Dans les années 50, il y a Rabbi Shushu HaKohen. Pour ceux qui connaissent Rabbi Shushu HaKohen, c'était le grand rav de Gabès, l'élève de Rabbi Haïm Khouri. Si vous ne connaissez pas Rabbi Haïm Khouri, la vérité, je peux rien faire pour vous. Mais c'était l'élève de Rabbi Haïm Khouri, c'est un très grand Mikoubal qui est parti vivre dans la ville de Be'er Sheva à la fin de sa vie, un tzaddik exceptionnel. Dans les années 50, 60, on va dire, il se trouve à Tunis et son fils veut divorcer de sa femme. Il va devant le tribunal de Tunis. À l'époque, il y a le Rav Matzliach Mazouz, Hachem Yikom Damo, qui est présent et qui écrit dans son livre Ish Matzliach tout ce qui se passe. Alors, nous, les Gabésiens, on a des coutumes qui sont que à nous. Et il y a les villes qui entourent Gabès suivent les coutumes de Gabès. Vous savez, dans la halakha, hein, s'il y a un groupe qui quitte une ville pour aller fonder une autre ville, le groupe qui quitte la ville est soumis à la loi de la ville d'origine. Les rabbanim, le tribunal de la ville d'origine peut forcer les juifs de la nouvelle ville de suivre les coutumes. Par exemple, la ville de Zarzis, ce sont des Djerbiens, c'est une ville récente qui a été fondée par des Djerbiens qui ont quitté Djerba. Les juifs de Zarzis sont obligés de suivre les coutumes et les lois de Djerba. Vous êtes des Djerbiens à l'origine, vous faites comme un Djerba même si vous habitez Zarzis. Pareil, les villes qui entourent Gabès a le statut, si vous voulez, de capitale régionale, de la région. Gabès et sa région, les villes de El Hama, par exemple, suivent les coutumes et le tribunal de Gabès. À une certaine époque, et on reviendra sur Rabbi Shushu, mais je fais une parenthèse, à une certaine époque, non, on va faire comme ça. On a comme coutume à Gabès, c'est que si un homme veut divorcer de sa première femme malgré sa volonté, il peut. Chez nous, à Gabès, on peut forcer une femme à partir. À Tunis aussi. À Djerba, non. À Djerba, un homme ne peut pas forcer sa première femme à divorcer. À Tunis, oui. À Gabès, oui, on a cette coutume. Le fils de Rabbi Shushu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut divorcer de sa première femme. Elle n'est pas d'accord. Ils vont devant les tribunaux et le tribunal, il dit, attends, Rabbi Matzliach Mazouz, il dit, vous, Gabès, vous allez selon qui? Vous, Gabès, vous allez selon Djerba. Djerba, c'est interdit. Donc, pour toi aussi, c'est interdit. Rabbi Shushu HaKohen, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous, les Gabésiens, c'est nos coutumes. On n'est pas dépendant de Djerba. Djerba, c'est Djerba. Et nous, Gabès, c'est Gabès. On a nos propres coutumes. Et pour ça, il se base sur Rabbi Frajir Alouche. D'ailleurs, Baruch Hashem, l'hommage, c'est ce soir, si je ne me trompe pas, c'est ce soir, Youtet qui se lève. Ce soir, c'est ce soir. C'est demain soir, oui. Youtet qui se lève, c'est demain soir. C'est demain soir, Youtet qui se lève, exactement. Demain soir. Parce que Rabbi Frajir Alouche, c'est sa Iloula demain soir. Youtet qui se lève, donc c'est bien qu'on parle de lui. Rabbi Frajir Alouche, qui était le grand rave de Gabès, lui aussi à l'époque, on lui avait fait des problèmes. Sans rentrer dans les détails, il avait décrété qu'une certaine sorte de poisson, elle était cachère. Les Chachamim de Djerba, il dit, nous, notre coutume, c'est que c'est pas cachère, c'est assourd de manger ce poisson. Donc, décrète que c'est assourd, que tu t'es trompé. Rabbi Frajir Alouche, il ne comprend pas, il dit, je ne comprends pas. Quand un rav il doit prendre une décision rabbinique, est-ce qu'il a besoin de voir les coutumes des villes différentes qui sont à côté? Nous, Gabès, on a nos coutumes. Pour nous, on divorce sans la permission de la femme. On la divorce si nécessaire, si on veut. Et ce poisson-là, ben vous interdisez, mais nous, on permet.
Donc, on voit que et Rabbi Israël Zitoun, qui était le Rav de Tunis, lui-même, il va revenir, il va dire, au début, il va dire, vous devez suivre les coutumes de Djerba. Rabbi Fradji Alouche, il lui dit, non, nous, on est indépendants. Et Rabbi Israël Zitoun, il lui renvoie un message, il dit, si c'est ainsi, vous avez vos coutumes, vous êtes indépendants, pas comme Djerba, alors faites comme d'habitude. Donc, à l'époque de Rabbi Matzliach Mazouz, ils ont essayé comme ça on va dire, pour plaisanter évidemment, phagocyter Gabès. C'est-à-dire de dire que Gabès, elle n'est pas indépendante, elle vient de Djerba. Les Juifs gabésiens ont toujours été indépendants. Au contraire, s'il y a une dépendance entre Gabès et Djerba, comme on a vu, c'est Djerba qui est dépendante de Gabès. Parce qu'on a vu que les Juifs de Gabès et de El-Hama, les Kohanim de El-Hama, où ils sont passés à Djerba. On a vu que les Kohanim de Abrish, qui sont les plus grands, les plus nombreux et les plus vieux Kohanim de Djerba, d'où ils viennent? Rabbi Yitzhak Abba Minagola. Il y a dans les années 1200, Rabbi Yitzhak il est venu de la Gola. Donc, c'est pas comme ils croient de l'époque du premier temple ou autre chose. Non, pas du tout. Si il y a quelqu'un qui est dépendant de quelqu'un, c'est Djerba qui est dépendant de Gabès. On peut retrouver ça aussi encore. Il y en a qui ont prétendu, ils ont dit non, Gabès, c'est une ville que, à partir de quand on retrouve Gabès? À l'époque de Rabbi David HaKohen, dans les années 1853. Ils ont dit, écoute, Gabès, depuis 1150, où il y a eu les Almohades, jusqu'à 1800, pendant 700 ans, on n'entend pas parler d'elle. Sûrement, elle a été totalement détruite. Et ensuite, des Juifs sont revenus s'installer. Ils viennent d'ailleurs. Donc, elle perd Kaviachol, son indépendance. Là-dessus, le Rav Benjamin Cohen, la vérité, c'est son mérite. C'est lui qui a fait les recherches. Il a trouvé des réponses du Tashbetz. C'est quoi le Tashbetz? Tashbetz, c'est un livre qui est écrit par Rabbi Shimon ben Tzemach. C'est un Rav qui s'est installé à Alger dans les années 1370 à peu près et qui est décédé en 1444, qui était le grand Rav à qui tout le monde a posé des questions. Là-bas, on trouve dans le tome 3, le chapitre 6, 100, 102 et 147 des questions posées de la ville de El-Hama à Rabbi Shimon ben Tzemach. Rabbi Shimon ben Tzemach, on a vu, il a vécu dans les années 1400. Donc on voit bien qu'on a dit, si tu parles de El-Hama, tu parles de Gabès. Si tu parles de Gabès, tu parles de El-Hama. Les deux, c'est pareil. Donc on voit déjà à Gabès, d'ailleurs à l'origine Gabès, c'est trois petits villages qui ont été regroupés en un seul. C'est le village de Menzel, de Zara, Zardechlania. El-Bkhar, c'est un quartier qui a été créé plus tard. Mais à l'origine, c'est trois villages qui ont été réunis en un seul et c'est devenu Gabès. Et de nos jours, à Gabès, ce n'est pas des villages, c'est des quartiers. Le quartier de Zara, le quartier de Menzel, etc. Mais donc, on voit que déjà, il y a 400 ans, il y a plus que 400 ans, il y a 600 ans, à l'époque du Rashbatz, s'il y a des questions, c'est des questions venant des rabbanim de El-Hama, venant de la communauté de El-Hama. Donc, on voit qu'il y avait des Juifs qui étaient encore vivants. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il y a toujours eu une présence juive, des rabbanim juifs vivant à Gabès. On a vu que, et j'en ai parlé au début, que des fois, ça peut prendre des siècles jusqu'à ce qu'on entend parler, jusqu'à ce qu'une communauté peut se remettre à revivre d'une destruction. Les sages de Djerba, à l'époque des Géonim, on n'entend pas parler. On n'entend pas parler des sages de Djerba à l'époque des Géonim. Il n'y a pas des questions de la ville de Djerba qui est posée à Rav Gaon ou à Rav Shrira Gaon.
On trouve quelques allusions par-ci, par-là, vraiment en fouillant. Le Rav Benjamin Cohen, il a fait un travail, quand la cavote à lui, il a fait un travail vraiment très, très profond. On trouve des allusions comme quoi, il y a un Rav qui dit que pour aller de Fès jusqu'en Israël, tu t'arrêtes, tu passes par Djerba. On trouve des allusions qu'il y a eu un pêcheur qui vivait à Djerba. On trouve, mais c'est des allusions, mais une communauté avec des rabbanim, avec une yeshiva, avec des dayanim, on ne voit pas. Il y a juste un endroit, c'est un parchemin Gester qui est en 1589, où on parle que les Juifs de Djerba, ils ont été sauvés par miracle. Et on cite Rav Saadia. Il y a un Rav qui est cité, Rav Saadia. Mais sinon, on ne trouve pas. À partir de quand on commence à entendre parler beaucoup de manière en nombre des Rav de Djerba, à partir des années 1640, 1600, allez, on va être large, 1600. À partir des années 1600, on commence. Comment? Il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Shlomo Peretz, qui va arriver à Djerba. Et apparemment, cet homme-là, qui était un très, très grand Talmid Chacham, va réveiller, c'est mon opinion personnelle, parce que c'est à partir de lui que ça commence à revivre, qui va réveiller et qui va enseigner énormément de Torah là-bas. Son petit-fils, par exemple, sera il y a Rabbi Hiskaou Peretz, il y a Rabbi Aaron Peretz. Ce seront les grands rabbins de Djerba. Les premiers grands rabbins de Djerba dont on entend parler, c'est eux. Ce n'est pas des Djerbiens, c'est des Marocains. Maintenant, si je dis que les Djerbiens, en fait, c'est des Marocains, on va me... Il ne faut pas l'enregistrer, monsieur Netaf. C'est enregistré, j'en suis désolé, il va y avoir un contrat sur votre tête. Et j'en précise pour vous dire qu'il vous reste vraiment 5 minutes pour conclure il me reste 5 minutes. Questions. Voilà. Alors, je termine, comme ça, je vais finir de vexer tout le monde. On a parlé de l'élève de Rabbeinu Hananel, il avait un élève qui s'appelle Rabbi Yitzhak El-Fassi, Rabbi Yitzhak de Fès. Fès, c'est au Maroc. Rabbeinu Hananel, on a dit Tunis. Donc, on voit bien que le maître, c'est un Tunisien, l'élève, un Marocain. Ils étaient en paix, ils vivaient bien. Donc, il n'y a pas de raison pour que les Marocains et les Tunisiens ils se battent. On voit que le maître, c'est Rabbeinu Hananel, c'est un Tunisien. Non, en vérité, Rabbi Yitzhak de Fès, il est appelé le Rif, mais en fait, il est d'Alger. Tout le monde croit qu'il est marocain. Les Marocains, ils n'arrêtent pas de dire « Ah, nous, on a le Rif ». Mais en fait, il faut leur dire qu'en fait, il est d'origine, il vient d'une ville qui se trouve entre Constantine et Alger. Donc, il est vraiment algérien. Pour finir, la ville de Gabès, c'est une ville on a dit que c'est à partir des années 1640, 1700 que là, on va vraiment entendre des livres qui vont être écrits à Djerba. Pareil pour Gabès dans les années 1800 avec Rabbi David Cohen, Rabbi Avraham Alouche, Rabbi Fradi Alouche, Rabbi Yitzhak Bouchobza, beaucoup de rabbanim qui vont s'épanouir et qui vont écrire énormément de livres. Ces livres-là, il y en a énormément. Des manuscrits, il y en a énormément. Et le centre du judaïsme tunisien que M. Nataf préside, c'est tout son travail de prendre ces livres avec cette Torah qui nous est transmise de génération en génération et de les faire réimprimer. Il faut le renforcer, il faut participer. Ce n'est pas normal qu'il y ait des centaines et des centaines et des milliers de livres de nos maîtres qui soient abandonnés, oubliés, jetés, perdus, comme si qui n'ont aucune valeur, comme si nous, on n'a pas de Torah. Nous, on n'est rien, on ne connaît pas la Torah. Nos maîtres, c'était les plus grands. C'était les plus grands, et je n'exagère pas. C'était des tzadikim, c'était des chassidim, c'était des génies en Torah. Il faut aider chacun selon ses moyens, comme il peut, pour aider M. Nataf et son association et son organisation à publier ces livres, à faire connaître au monde entier et à donner un visage à nos maîtres, leur donner un nom, leur donner, comme on dit, Yad Vashem, une main et un nom, leur donner un souvenir, leur donner un visage et permettre à nos enfants de ne pas avoir honte
qu'on leur dit, vous n'avez pas de Torah, vos rabbinim ne connaissent rien. Voilà, merci beaucoup pour ce temps-là. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup à M. Nataf de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Et je vous souhaite à tous Shavua Tov. Je vous remercie beaucoup, Rav Seroussi. C'était passionnant. Je crois qu'effectivement, les propos que vous avez tenus sur notamment les origines djerbiennes vont devoir être examinés au prisme du regard des historiens aussi. J'ai vu réagir mon ami le rabbin Amosh Haddad, qui était parmi nous, de Gerbien. J'attends de voir sa réaction, j'espère qu'il ne m'en veut pas. Mais non, c'était très, très intéressant. Et un regard nouveau. En tout cas, je vous remercie sur ce que vous avez dit sur la nécessité de préserver ces ouvrages, ce travail qu'on fait avec Laura Mouché-Didi et avec tous les bénévoles du Centre français de judaïsme étudiant et tous nos donateurs. Avant de laisser la parole aux questions, et je demanderai à Hervé Kabla, que j'ai nommé modérateur, qui a la main donc de laisser les micros fermés et de donner la parole aux personnes une par une dans l'ordre. Rappelez tout d'abord que très prochainement, nous allons organiser le dimanche 5 décembre à la grande synagogue de la rue de la Victoire à Paris, la commémoration de la rafle des Juifs de Tunis par les SS le 9 décembre 1942. C'était un jour de Rosh Chodesh Tevet, et le dimanche 5 décembre, c'est un jour de Rosh Chodesh, c'est l'anniversaire hébraïque. Cette rafle qui a mené malheureusement beaucoup des nôtres dans des camps de travail où ils ont énormément souffert, quelques cas de déportation par voie aérienne, des rançons. Je n'en dirai pas plus. Ça sera une cérémonie en présence du grand rabbin de Tunisie, le grand rabbin Chaim Bitan, qui a répondu présent à notre association à notre invitation, qui viendra spécialement donc de Tunisie pour cette cérémonie. Et comme vous l'avez dit, on a quitté une ville, on a quitté nos villes de Tunisie où nos parents les ont quittés, mais on reste soumis à nos minagim, à nos coutumes, et lui est le garant du gardien, c'est le gardien de nos traditions, le gardien du sanctuaire. Donc, tous ceux qui sont à Paris, je vous demanderai d'être présents pour honorer nos morts, tous ceux qui n'ont pas eu de tombe, pour qu'on puisse dire un kaddish collectif. Et ce sera aussi en présence de notre ami le rabbin Amos Haddad, qui est présent à cette conférence. Je ne le vois plus, mais il y a tellement de monde. Donc merci à lui. Je vous laisse la parole. Donc il y a quatre questions maximum, sinon on pourrait durer pendant des heures. Ce que je propose, s'il y a d'autres questions après, les gens peuvent nous envoyer des mails et on enverra bien évidemment les questions, on les transmettra au Rav Seroussi. Et on vous transmettra en retour ces réponses. Ça mettra moins d'un an, c'est pas comme à l'époque de Clermont, ne vous inquiétez pas, ça sera plus rapide. Et je précise également, parce que ma langue a fourché, que sa chaîne YouTube, c'est 26 dieux d'Israël, non pas 24, vous imaginez bien, donc la symbolique du chiffre 26. Je vous remercie et je laisse les gens. Alors, merci d'utiliser le pictogramme, les mains levées. Si vous avez une question à poser, je demande à Hervé Kabla à ce moment-là de permettre aux gens d'ouvrir leur micro. Une question? Levez la main dans ce cas-là, ouvrez les caméras et qu'on puisse voir qui a des questions. À moins que vous ayez été exemplaire de précision, et ce qui a comblé chacun des membres de l'assistance. Alors, est-ce qu'il y a un Gabétien qui a une question à poser? Yoram Ben David?
Par exemple, Bonsoir. Yoram, Je suis avec mes enfants et j'ai pas tout à fait le calme que adéquat. j'aurais souhaité avoir. Mais en tout cas, j'ai suivi avec j'ai vraiment passion cette très belle intervention. Et j'essaierai de voir les prolongements. Yoram, un descendant de Cher Mimoun, de Gabès. Voilà. Donc, qui est également un descendant de Rabbi Yitzhak Seror. De la famille. Voilà, voilà. C'est le cousin de Gérard Mimoun. Voilà. Redmi. Oui. Non. Quelqu'un souhaite. Mais vous n'avez pas dit d'où venaient les. Vous n'avez pas dit d'où venaient les Juifs de Gabès. Les Juifs de Gabès. Les Juifs de Gabès, il y en a beaucoup qui viennent de Kérouan. Oui. Alors les Juifs, j'ai trouvé à peu près 4 apports sur les Juifs de Gabès. Évidemment, quand on parle de cette époque-là, tout est à prendre avec des pincettes, évidemment. Mais on peut estimer que des 30 000 Juifs qui ont été amenés à Carthage par Titus, une certaine quantité se soit aussi déplacés vers Gabès. Surtout parce qu'à l'époque de Gabès où je vous ai parlé de Rabbi Shmuel Ben Yaakov et de la Yeshiva, correspond à l'époque où la ville de Gabès s'était économiquement développée. Donc on peut penser que ces 30 000 Juifs, une partie sont partis là-bas. On peut parler aussi des Juifs de l'époque romaine qui ont fui la destruction romaine de Carthage et donc que eux aussi sont partis, quelques-uns à Gabès. De Gabès, on sait aussi qu'il y a 1000 familles juives qui ont été emmenées d'Égypte vers Kérouan à cette époque-là. Voilà. Donc, de ces 1000 familles, qu'il y en ait quelques-unes qui soient parties de Kérouan pour s'installer à Gabès parce que les conditions économiques y étaient favorables, là aussi, c'est pas loin du Sechel, c'est acceptable. Et enfin, on peut penser évidemment aux Juifs séfarades qui sont venus et qui se sont installés. Mais on peut vraiment voir que dans les coutumes de Gabès, et ça c'est vraiment exceptionnel, ce sont des coutumes qui sont extrêmement, extrêmement vieilles et anciennes, qui n'ont pas leur pareil ailleurs, sinon dans quelques communautés qui sont très, très vieilles. Rien que pour citer quelques-unes, les hommes et les femmes à Gabès, normalement, le mari avec les filles mange à table séparément et les femmes et les filles mangent séparément. Et les deux, les garçons, et bien que ce soit la même famille, les deux sont séparés. Il y a beaucoup de coutumes gabésiennes qui sont extrêmement vieilles. Merci. Je vois que Mamie Chantal a levé la main. Est-ce que vous avez une question? Non. Yoram Ben David a levé la main aussi. Oui, bonsoir. Je voulais juste savoir quelles sont les principales sources du Rav Seroussi. Je ne sais pas si c'est pas comme le journalisme, on peut donner ses sources. Non, il n'y a aucun problème, bien sûr. Les principales sources, alors évidemment, je me suis préparé un petit peu, donc j'ai dû feuilleter pas mal, mais Bégadol, en gros, je vous recommande le livre Les 4 tomes de Malchet Tarshish du Rav Benjamin Cohen. Je vous recommande aussi, par rapport aux coutumes, Netivot Simcha, je l'ai ici. Nous avons Netivot Simcha de Rabbi Shimon Chirari alav Shalom,
qui était un grand rave gabésien qui est monté vivre à Tel Aviv. Vous pouvez aussi, pour comparer un peu les coutumes, vous avez le fameux livre de Ali Hadas, qui est très connu, qui cite les coutumes tunisoises, mais aussi quelques-unes de Djerba et de Gabès. Vous avez Brit Keuna de Rabbi Moshe Khalfouna Cohen. Vous avez un livre récent qui est sorti et qui est très très bien, qui est écrit par mon ami Tomer Boukris, qui s'appelle Les Mahan Yedou Dorotechem. Il répertorie dedans les coutumes djerbiennes du Haraz Rira et du Haraz Bira. Et on peut voir les différences entre l'une et l'autre. Et il ramène aussi des commentaires et des annotations de Rabbi Avraham Mimoun, le grand Rav Mimoun de Marseille, un grand tzaddik, qui écrit quelles sont les coutumes de Gabès aussi. Vraiment, il y a beaucoup à voir. Voilà. Mais c'est en gros les livres que je vous conseille, que vous pouvez regarder. Merci beaucoup, Razak Ouaour. Merci. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a plus, le Rav Seroussi en a une, mais... Non, ce n'est pas une question, c'est juste pour préciser encore qu'il faut voir les livres sur les Tshuvot HaGeonim. Par rapport à M. Yoram Ben David, c'est Tshuvot HaGeonim. Là-bas, on retrouve énormément de réponses données c'est marqué, ils ont posé la question Anche Gabès, les gens de Gabès. Ils ont posé la question Chachmé Gabès, les sages de Gabès. Donc, il y a énormément de réponses. Vous pouvez voir là-bas, mais c'est en araméen. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Donc, merci beaucoup pour votre intervention, Rav Seroussi. J'espère que nous aurons le plaisir de vous entendre de nouveau sur un autre sujet ou pour prolonger peut-être par de nouvelles recherches, de nouvelles précisions. Effectivement, ce sont des sources qu'il est nécessaire de confronter aussi. C'est intéressant au regard des historiens. Et je précise à ceux qui n'auraient pas pu entendre toute la conférence qu'elle sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas la Iloula de Rebbe Chai Tayeb Lomet lundi soir et donc celle de Rebbe Fradji Alouche de Gabès qui aura lieu le même soir. Shavuot Tov à tous.